Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Afrique de l'Ouest est secouée depuis quelques années par des coups de force au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a d'ailleurs infligé des sanctions à l'un de ces pays, le Mali. Le dispositif des sanctions découle du traité de la CEDEAO qui stipule en son article 77 que la conférence prend des sanctions à l'encontre de son État membre, en l'occurrence le Mali, qui n'honore pas ses engagements vis-à-vis de la communauté. Que dit le protocole de la CEDEAO? Jusqu'où ira ou peut aller l'instance sous-régionale? Le sujet de Ça fait l'actualité de ce jour est donc les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et après. Que pensent les populations sur la portée de ces sanctions contre le Mali? Elles se prononcent dans ce micro-trottoir réalisé par Ahmed Traoré et Ibrahim Touré. Pour moi, je pense que le Mali est libre de faire ce qu'il veut. Parce que même si le Mali appartient à la CEDEAO, le Mali doit être responsable et prendre ses propres décisions. Je trouve que cette sanction est injuste parce que le Mali a pleinement raison de revendiquer ses droits. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, je pense que c'est normal. Les Maliens eux-mêmes ne peuvent pas combattre la rébellion. Les djihadistes qui sont chez eux là-bas, ils ne peuvent pas les combattre. Donc je pense qu'ils doivent suivre la CEDEAO pour avoir gain de cause. Le Mali, c'est un pays souverain, est libre de faire son choix, libre de prendre ses décisions. Et donc que la CEDEAO revoie encore ses sanctions et que la CEDEAO donne la liberté au Mali de pouvoir s'exprimer. La CEDEAO étant la structure qui gère quand même le continent, c'est normal que vous avez une sanction quand les consignes ne sont pas appliquées comme il se doit. Parce que ceux qui sont arrivés à la junte ne suivent pas les consignes qu'on demandait. Si ça peut les faire replier, c'est une bonne chose. Bonsoir, Général Béhanzin. Bonsoir, Madame la journaliste. Alors, vous êtes commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est bien ça, CEDEAO. C'est exact. Alors, nous venons de suivre cet élément réalisé par, je l'ai dit, Ahmed Traoré et Ibrahim Touré. Quelle est votre réaction de position de la population? Alors, comment vous réagissez à cela? Merci beaucoup de m'avoir fait appel pour répondre à certaines préoccupations populaires. La CEDEAO, comme vous le savez, c'est une communauté économique régionale de 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas revenir à la genèse de cette communauté économique, mais je voudrais répondre rapidement à ce micro-trottoir qui indique que le Mali est libre de faire ce qu'il veut. S'agissant des sanctions qui ont été prises à l'encontre du Mali, vous savez, dans une famille, parce que la CEDEAO est une famille, dans nos familles respectives, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce qu'en réalité, il y a une certaine éducation et des règles de gestion de la famille. S'agissant des règles de gestion de la famille CEDEAO, il y a eu beaucoup de tests réglementaires qui se ressortent des protocoles qui ont indiqué les conduites à tenir par chaque État. Je ne pense pas que le Mali, ou la Côte d'Ivoire, ou le Togo, ou le Bénin soient libres de faire ce qu'ils veulent dans une communauté qui a une vision donnée, qui a des objectifs prioritaires, qui a des questions de sécurité, de stabilité à régler. Alors justement, Général, que dit le protocole de 2001 concernant les coups d'État, les putschs, on parle également de coups de force? Il y a plusieurs protocoles en réalité. Vous parlez du protocole de 2001 relatif à la question des coups d'État. C'est le sujet. Vous savez, dans notre environnement géopolitique, il y a eu justement des précisions sur le comportement à avoir dans la gestion de la cité. À savoir que les militaires acceptent de retourner dans leur caserne et s'occupent des questions de sécurité et de défense de la nation. C'est sur la base donc de ce protocole de 2001 qui indique aux militaires de rester dans leur caserne et de voir les acteurs politiques animer la vie politique dans le pays. Les acteurs politiques, la société civile, et les militaires sont là, ils les regardent jusqu'au moment où ils finissent de faire leur dispute et reviennent à des tables de négociation. Donc, les coups d'État sont proscrits dans notre sous-région. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. Le reste, c'est des tolérances que nous sommes en train d'observer sur le terrain. Et je pense que les militaires comprennent mieux que tout le monde
qu'il ne faut pas continuer à gérer la question de la cité de cette façon-là. Alors, quelle est votre réaction? Parce que effectivement, vous parliez de ces militaires dont la place est dans les casernes. On est quand même donc dans la sous-région, 3 pays qui sont aujourd'hui dirigés, quoi qu'on le dise, par des militaires. Et ce sont des militaires, ce sont des officiers. Comment vous réagissez à cela? Je pense que c'est des situations qui peuvent arriver dans la croissance d'un État. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on a des coups d'État dans la sous-région ouest africaine. Les années 60, les années 70, oui. Et au début des années 90, il y a un vaste mouvement démocratique qui a amené beaucoup de pays à changer leur comportement de fait. Ce qui a fait que les militaires ont accepté de rester dans leur caserne et laisser les acteurs politiques, par les voies démocratiques les plus appropriées, accéder à la gestion du pouvoir d'État. Alors, on a parlé de sanctions. Alors, pourquoi, Général, les sanctions prises le 9 janvier 2022 à l'encontre du Mali, puisqu'on parle du Mali, ont été maintenues à l'issue de cette réunion ou session extraordinaire qui s'est tenue il y a quelques jours à Accra? Vous savez, les sanctions ne sont pas une fin en soi au niveau de la CEDEAO. Je vous ai dit qu'il y a une certaine réglementation qui régit le comportement des citoyens dans la CEDEAO, au plan politique, au plan de la sécurité, au plan de la paix, au plan de la stabilité. Avant qu'il y ait sanctions, il y a un système de diplomatie préventive, oui, qui constitue un lot de conciliation. Ensuite, si la conciliation n'aboutit pas, on prévient par une certaine alerte, et c'est après que viennent les sanctions. S'agissant du Mali de façon spécifique, je voudrais vous rappeler que c'est le mouvement du 5 juin qui a commencé à faire des manifestations au Mali. Oui. Moi-même, accompagnant des ministres, accompagnant le président de la commission de la CEDEAO, et plus tard, le médiateur, nous sommes intervenus. Nous sommes intervenus plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Si vous voulez, je ne vais pas vous raconter une histoire, mais je vous raconterai une histoire de la CEDEAO par rapport au Mali. Quand les mouvements de contestation ont commencé, il y a eu des missions ministérielles, oui, qui sont allées là-bas avec le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassibrou et moi-même, pour inviter les acteurs politiques à s'entendre. Quel était le sujet de leur dispute? Il y a eu des élections législatives dont 31 députés étaient contestés par une partie de la classe politique. Parce que ces 31 députés auraient été élus par la Cour constitutionnelle et non par la population. Donc, entre des problèmes entre civils. Absolument entre civils. Entre les acteurs, oui, politiques. La CEDEAO a envoyé donc des délégations là-bas pour savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a eu un président démocratiquement élu qui est encore sur le siège pendant un certain nombre d'années avant de passer le pouvoir au bout d'autres élections. Alors, à la suite de cette contestation, il y a eu beaucoup de discorde au niveau de la Cour constitutionnelle comme au niveau des acteurs politiques. La CEDEAO est allée sur le terrain, oui, et a demandé aux acteurs politiques d'expliquer leurs difficultés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons compris qu'effectivement, au niveau des élections législatives, il y avait des couacs, oui, et qu'il fallait les régler. Des chefs d'État sont allés sur le terrain pour voir ce qui s'est réellement passé, en ayant nommé un médiateur qui suit le comportement de ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous leur avons dit, écoutez, nous allons reconstituer la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle était complètement bloquée, il y avait des démissions, il y a eu des décès, et la CEDEAO a contraint le chef de l'État, paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta, à revoir la mise en place de la Cour constitutionnelle. Ce qui a été fait. Ces prérogatives ont été même érodées, parce qu'il a été demandé à la société civile de choisir 6 candidats pour venir à la Cour constitutionnelle. Et sur ces 6 candidats, le président de la République devrait choisir 3, ce qu'il a fait. Donc, les autres entités aussi, qui doivent choisir leurs membres pour la Cour constitutionnelle, l'ont réalisé. La Cour constitutionnelle a été remise en place. Et devant cette Cour constitutionnelle, on devrait déférer le contentieux des 31 députés mal élus, à la suite de quoi
il pourrait avoir des élections législatives partielles qui permettraient de réélire les 31 députés. Apparemment, ça n'a pas marché, puisqu'on arrive à un coup de force. La Cour constitutionnelle a été bel et bien installée devant le médiateur, moi-même, et présidé par le président Ibeka. Alors, la suite, c'est qu'il fallait que le président Ibeka s'entende avec l'autre partie de la classe politique qui n'épousait pas sa manière de diriger l'État. Le médiateur a donc demandé à cette partie, allons, vous, la majorité présidentielle, nous irons rencontrer le chef de l'État. Mais, général, c'est vrai que vous nous expliquez... Vous permettez que je finisse cet aspect pour que vous voyez un peu clair comment ça se présente au niveau des acteurs politiques. Allez-y. Alors, les acteurs politiques concernés ont dit, si nous, on doit aller voir le président Ibeka, c'est pour discuter des conditions de sa démission. C'est là où il y a eu le bloc. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, en fait, il y avait déjà cette envie ou ce désir de voir le président d'alors quitter le pouvoir. Vous savez, quitter le pouvoir, c'est... D'abord, il y a 3 choses qu'il faut voir dans la gestion, dans le pouvoir. Il y a la conquête du pouvoir. Oui. Il y a la gestion du pouvoir. Et il y a la conservation du pouvoir. C'est écrit noir sur blanc dans nos constitutions. Dans la sous-région, qu'il y a des mandats déterminés. C'est à la fin des mandats déterminés qu'il faut revoir la situation. Sinon, pendant le mandat de la personne, en réalité, il doit avoir que des compromis, de la tolérance de la part des acteurs politiques qui permettent à celui-là d'aller au bout de son mandat et de voir un autre format d'élection qui permette d'élire d'autres acteurs politiques à la tête de l'État. Alors, mais on se rend bien compte qu'au Mali, justement, le système démocratique ou institutionnel a disparu puisque les militaires ont pris le pouvoir. Et ce pays est sous sanction. Alors, monsieur général, je préfère dire ça, général Béhanzin, vous avez des mécanismes d'évaluation de ces sanctions, parce que le Mali est sous sanction depuis quand même quelques mois, quelques années, puisqu'il y a eu 2 coups d'État, il faut le dire, dans ce pays. Alors, comment vous faites? Quels sont ces mécanismes que la CEDEAO a mis en place pour évaluer justement ces sanctions? Nous les évaluons tous les jours. D'accord. Nous les évaluons tous les jours. Nous sommes en discussion permanente avec les autorités de la transition. Quand le premier coup d'État est survenu, il y a eu beaucoup de discussions pour qu'on en arrive à la mise en place d'un gouvernement civil, à la tête duquel un président civil a été nommé. Un Premier ministre a été nommé. Mais c'est au niveau du cheminement de cette transition de 18 mois exceptionnelle qui a été accordée au Mali qu'il y a eu une discorde entre le président choisi par les autorités militaires et le Premier ministre choisi par les autorités militaires. D'où le 2e coup d'État du 25 mai 2021. Alors, vous voulez que je vous dise, c'est de la tolérance au niveau des chefs d'État de la sous-région, d'avoir accepté que celui qui était vice-président devienne président, parce que dans la charte de la transition, il a été indiqué noir sur blanc qu'en aucun cas le vice-président ne pourrait remplacer le président. Donc vous avez fait une entorse à ce que vous aviez édité. Oui, parce que l'évaluation de la situation sociopolitique dans le Mali, qui est dans une crise multidimensionnelle depuis plus d'une dizaine d'années, a fait que les chefs d'État ont dit, bon, écoutez, laissons-le et voyons ce qu'il va faire par rapport au reste du temps imparti pour arriver aux élections démocratiques. Alors, justement, vous parlez d'élections. Je voudrais conclure sur cet aspect pour dire que... Vous êtes vraiment général. Allez-y, général. C'est peut-être... allez-y. Ce n'est pas une faiblesse. Non, allez-y. C'est une acceptation de ce qui se passe sur le terrain pour arriver à un bon port. On va dire que la CEDEAO a été tolérante, elle a tenu compte de certaines situations sociopolitiques au Mali. Absolument. Alors, les autorités justement de transition, on revient à ces autorités, elles ont proposé un chronogramme de 24 mois. Au départ, c'était 5 ans et cela avait été rejeté par la CEDEAO. Quel est le nouveau délai imposé par la CEDEAO au Mali? Le nouveau délai que la CEDEAO demande au Mali de bien vouloir suivre, parce que les 18 mois exceptionnels, vraiment exceptionnels, j'en sais quelque chose, qui ont été accordés pour cette période de transition,
il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Et les chefs d'État ont dit, ben, écoutez, vous devez tenir les élections le 27 février 2022 et voir un nouveau président démocratiquement élu. Les autorités militaires de la transition ont estimé qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Le territoire est occupé à plus de 2/3 par les terroristes et qu'il leur faudrait plus de temps. Au fil des jours, on a constaté qu'effectivement, la chose n'évoluait pas au niveau du Mali dans le cadre de la réalisation des élections démocratiques qui permettraient à un président élu de revenir. C'est là que les sanctions ont été maintenues. Parce que vos sanctions sont graduelles en réalité. Absolument. Absolument. La réalité a fait que les chefs d'État ont été tolérants pour dire, bon, écoutez, laissons-les pour voir ce qu'ils vont faire. Et au bout des 18 mois, les réalisations sur le terrain ne sont pas très, très perspectives. Vous savez, dans une transition, on ne peut pas tout régler. Tout le monde est peiné. Oui. Tout le monde est peiné parce que le Mali est une porte d'entrée essentielle pour toute la sous-région. Et le Mali est un membre fondateur de la CEDEAO. Personne ne peut laisser mourir le Mali, encore moins les responsables au plus haut niveau. Alors justement, Général, vous parlez du Mali. Alors, lorsqu'il y a ces sanctions, et vous avez dit c'est entre 12 et 16 mois, que pensez-vous des populations? Parce qu'en réalité, dans ce genre de situation, ce sont les populations qui payent le plus lourd tribut de ces sanctions. Que fait la CEDEAO? Mais je vous ai dit que les sanctions ne constituent pas une finalité. D'accord, mais pour l'instant, elles demeurent, ces sanctions demeurent. Alors moi, je vous parle des populations qui payent le plus lourd tribut dans ce genre de situation. La CEDEAO pense-t-elle à ces populations du Mali et à la sous-région? Absolument, la CEDEAO pense. Ce n'est pas la première fois que des sanctions ont été prises par rapport à un pays ou à un autre. S'agissant du Mali, il y avait une première série de sanctions qui avait été prises à l'avènement du coup d'État. Oui. Mais dès lors que les impératifs qui leur ont été indiqués à respecter ont été respectés, la CEDEAO a enlevé les sanctions. Maintenant, par rapport aux nouvelles sanctions qui sont intervenues en janvier 2022, c'est suite à des alertes qui leur ont été communiquées en bonne et due forme. On ne peut pas accepter qu'une transition dure 5 ans. Ce n'est pas possible, madame. Dans la sous-région, il y a des mandats de 4 ans, il y a des mandats de 5 ans. Qu'une transition dure 5 ans, et eux-mêmes ont compris qu'il ne faudrait pas aller à 5 ans. Et dans ces conditions, ils ont dit, nous voulions que vous ajoutiez encore 24 mois aux 18 mois qui leur ont été accordés. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Les chefs d'État ont dit que c'est inacceptable, qu'ils n'ont qu'à faire le reste de leur parcours en 12 mois et laisser le pouvoir aux acteurs civils. Alors, juste une question, c'est vrai que ça concerne la CEDEAO, mais c'est la réaction de la Cour de justice de l'UEMOA qui donne en partie raison au Mali sur la forme. Alors, ça a été rejeté par la CEDEAO. Pour quelle raison? Ben, écoutez, la CEDEAO est une entité complètement différente de l'UEMOA. Vous savez, dans la CEDEAO, nous avons 15 États. Oui. Dans l'UEMOA, ils sont peut-être 8 ou 9, utilisant le CFA en commun. En commun, oui. Il y a d'autres pays qui utilisent leur monnaie. Il n'y a pas de friction entre les deux institutions? Je ne voudrais pas commenter cet aspect de cette décision d'un juge. Oui. Juge sur un siège en ayant décidé, je ne voudrais pas m'aventurer sur cet aspect. Alors, Général, est-ce que la CEDEAO est agacée par ce que certains observateurs qualifient d'atermoiement de la transition? Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que la CEDEAO est agacée par ce que certains observateurs qualifient d'atermoiement de la transition? Non, la CEDEAO ne peut pas être agacée parce qu'être un chef d'État, on ne peut pas être agacé par rapport à certains comportements de la famille. Mais la CEDEAO trouve que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que des autorités militaires, dans le cadre d'une transition tolérée, je pèse très bien mes mots, dans le cadre d'une transition militaire tolérée, fassent 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Que répondez-vous à ceux qui estiment et affirment que la CEDEAO, elle est aux ordres de puissances extérieures? Qu'est-ce que vous appelez puissance extérieure? Ce n'est pas moi qui le dis, je pense que vous avez dû l'entendre. Est-ce que la CEDEAO est manipulée? Non. Ou pourrait être manipulée? Je ne pense pas
je ne crois pas que la CEDEAO puisse être manipulée. Oui. J'ai l'avantage d'assister au huis clos des chefs d'État. Le langage n'est pas des langages linéaires. D'accord. Chacun apporte sa compréhension de la chose et ses solutions au problème qui est posé. Il y a des débats qui sont... Il y a des débats. Il y a des débats qui sont parfois très houleux, mais tenant compte de l'intérêt supérieur de la population qu'ils sont tous en train de diriger, oui. Ils arrivent à un consensus qui permette de distinguer le bon grain de l'ivraie. Ne pensez pas oui. qu'une puissance étrangère... Je ne pense pas. Je vous ai posé une question. Il ne s'agit pas de moi, voilà. Général. Merci. Alors, le président Assimi Goïta, puisqu'il est quand même président de la transition, était convié à Accra. Il n'est pas venu. Est-ce que vous avez des informations sur les raisons et est-ce que son absence a pesé dans la balance quant aux sanctions? Il aurait pu venir. Oui. Il aurait pu venir. Il aurait pu ou il aurait dû? Normalement dû. D'accord. Hein? Normalement dû. Il aurait normalement dû venir pour venir exposer ses prétentions par rapport aux difficultés de gestion du pouvoir qu'il avait. Oui. C'est clair. Parce que c'est des chefs d'État qui l'ont invité. Oui. À la suite du passage du médiateur, je pense, et j'ai dit aux autorités de la transition que le fait de n'être pas venu n'a pas arrangé les choses. Mais figurez-vous, dans la gestion d'un État, il y a des choses que lui, en tant que responsable de l'État malien aujourd'hui, avec ses collaborateurs, ils connaissent, mais encore faudrait-il l'expliquer très rapidement pour que les chefs d'État qui viennent, oui. Sacrifiant les problèmes de leur pays respectifs et leur emploi du temps chargé, c'était pas très bon de ne l'avoir pas vu venir. Alors, moi-même, j'étais gêné. Vous étiez gêné. Ouais. Alors, est-ce que vous comprenez finalement, Général, que certaines populations soient enthousiastes lorsqu'il y a, ce qu'on a vu dans les 3 pays de la sous-région, soit certaines populations, je n'ai pas dit toutes les populations, je ne peux pas l'affirmer, mais soient enthousiastes quant à l'arrivée de militaires à la tête de ces États? Comment comprendre cela? Bon, je pense que là, il faut être franc. Depuis que je suis commissaire aux affaires oui. et sécurité, il y a 4 ans, oui. J'ai géré 14 élections présidentielles. Très bien. Dans 14 États sur les 15. Oui. Seul le Libéria avait fini ses élections avant que l'équipe de M. Brou ne prenne fonction pour oui. 4 ans. Les élections, c'est très difficile. C'est des enjeux très, très, très difficiles. Et sur les 14 élections présidentielles dont je parle, il y en a qui ont été bien violentes. D'autres relativement paisibles. Il y a des pays dans lesquels les élections se sont très bien passées, sans violence, mais dans lesquels il y a eu coup d'État. Cela pose le problème de la gouvernance. Et la démocratie? Gouvernance dans tous les secteurs. Et de la démocratie générale? Absolument, absolument. De la gouvernance démocratique, oui. De la gouvernance des partis politiques, de l'intransigeance des acteurs, de certains acteurs politiques, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que dans la gestion de la cité, il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Le problème de gouvernance sécuritaire, problème de gouvernance sociale, économique, etc., etc. Tant que ces problèmes dans nos États ne vont pas être réglés d'une certaine manière, nous allons toujours nous retrouver dans la position du serpent qui se mord la queue. Mais étant donné oui. qu'il y a des dispositions qui indiquent que, quelle que soit la situation, il faut que les acteurs politiques puissent trouver des solutions. Moi, j'invite plutôt les acteurs politiques à pouvoir trouver les solutions plutôt que d'emmener les militaires à venir faire des coups d'État. Alors, Général, est-ce qu'on peut dire à la fin de cet entretien que l'on retient que l'instance sous-régionale, donc elle recommande au Mali effectivement de respecter ces délais, mais surtout que le dialogue va se poursuivre avec la transition? Mais bien sûr, le dialogue se poursuit tous les jours. Moi, je suis en contact, puisque ce sont des jeunes frères d'armes. Oui, c'est vrai que vous êtes général. Oui. Je suis plus peiné que beaucoup d'autres. Parce que autant je discute avec ma hiérarchie et les chefs d'État, autant je discute avec eux. Dans le cadre de nos séances de sensibilisation, ce qui est constant. Il n'est pas possible à un militaire qui est venu par un coup d'État
d'avoir toutes les facilités pour pouvoir développer un pays, d'avoir toutes les possibilités de régler les problèmes récurrents dans un pays. La corruption, la lutte contre l'insécurité. Vous savez, Boko Haram au Nigeria depuis des années. Oui. Il y a eu plusieurs présidents qui sont déjà passés, mais le problème n'est pas encore résolu. Et dans la sous-région, il y a des attaques terroristes récurrentes. Quand les militaires séjournent plus longtemps au pouvoir, vous savez, les partenaires au développement, aucun pays ne peut se développer seul. C'est clair. Les partenaires au développement ont du mal à venir investir. Déjà, c'est difficile pour un président démocratiquement élu d'avoir les financements requis pour faire le développement dans son pays. Qu'en serait-il quand c'est les militaires qui sont au pouvoir? Dernière question, doit-on s'attendre à une réforme... La dernière? Doit-on s'attendre à une réforme de la CEDEAO en tenant compte de cet espace justement sous-régional et des réalités d'aujourd'hui qui ne sont pas celles d'hier? S'il y a des réformes à faire, c'est des réformes d'abord à partir de nos États. Parce que ce sont les États, je voudrais si vous permettez, profitant de cette dernière question, dire que malgré la supranationalité de la CEDEAO, chacun de nos États a sa souveraineté. Et dans toutes nos constitutions, sur les 15 États, il y en a 14 qui ont la limitation des mandats. Très bien. Il y en a 14, il y en a 15 qui ont la séparation des pouvoirs, ce que nous appelons globalement la convergence constitutionnelle. Le reste, c'est la gestion intérieure par les acteurs politiques. Le reste, c'est la question de la transhumance politique qui nous empêche d'avoir des gens qui mettent au-dessus de tous leurs intérêts l'intérêt supérieur de la nation. Le peuple dont vous parlez. Parce qu'en réalité, c'est finalement le peuple qui souffre. Ce n'est pas les dirigeants qui souffrent, ce n'est pas les dirigeants qui sont tués, c'est souvent le bas peuple à qui on a donné 2000 pour aller faire une manifestation. C'est eux qui souffrent et qui meurent sur le dos. Merci Général Béhanzin d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est moi qui vous remercie. Le temps est très court. Je sais que vous avez des calendriers très... Des impératifs. Des encarts vraiment limités. Je vous remercie de nous avoir invités. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres circonstances. Merci Général. Merci beaucoup. Merci Madame. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles de ce numéro de Ça fait l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt.